Dans l'obscur univers du narcotrafic, certains noms deviennent synonymes de pouvoir, de peur et de trahison. L'un d'eux est Juan Carlos Ramírez Abadia, connu dans les rues et dans les dossiers de police sous le surnom de Chupeta, un homme qui se dissimulait derrière une façade de luxe et de réussite, tout en construisant un empire criminel qui acheminait des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Mais dans ce monde, l'ascension est fulgurante et la chute inévitable. L'avidité et la trahison l'attendaient à chaque coin de rue. Son destin fut scellé le jour où il devint la cible des autorités les plus implacables de la planète. Voici l'histoire de son ascension météorique, de sa chute retentissante et du prix élevé qu'il a payé pour avoir défié les lois du monde et de la vie elle-même. Né le 10 à 9 février 1963 à Palmira, près de Cali, en Colombie, Ramírez Abadia était le plus jeune de 5 frères et sœurs. Ses parents, Omar Ramírez Ponce et Carmen Alicia Abadia Bastidas, lui offrirent une éducation stable, sans privation. En apparence, son parcours semblait tracé vers la réussite académique. Diplômé en économie dans une université prestigieuse, il suivait déjà un 3e cycle à seulement 20 ans. Cependant, derrière cette image de jeune studieux et réservé, se cachait une ambition sans limite. Il portait des vêtements de créateur, conduisait des voitures de luxe et répétait à ses amis une phrase devenue son mantra. « Avant mes 30 ans, je serai millionnaire, quoi qu'il en coûte. » Ce désir, presque obsessionnel, allait le pousser à abandonner la voie légale pour s'enfoncer dans un monde où violence et argent allaient de pair. Pour Juan Carlos Ramírez Abadia, l'ambition n'était pas une option, c'était son carburant. Il affirmait sans hésitation qu'avant d'avoir 30 ans, il serait multimillionnaire, ou au moins posséderait $1 million sur son compte bancaire. Peu importait le prix, ni les vies laissées sur son chemin. Ce serment le mena, en 1986, à entrer dans le monde du narcotrafic sous l'aile des redoutés frères Gilberto et Miguel Rodríguez Orejuela, chef du cartel de Cali. Là, entre laboratoires clandestins et cargaisons de cocaïne, il commença à forger sa légende. Bien qu'il respectât d'abord la hiérarchie du cartel, il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne crée sa propre organisation. Un empire autonome, avec des ramifications en Colombie, aux États-Unis et en Europe, qui fonctionnait avec la précision d'une horloge suisse et la brutalité d'une guerre sans règles. Autour de lui, un cercle d'hommes dangereux soutenait la structure de son règne. Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, son ami de confiance et neveu de l'infâme Pablo Escobar, Laureano Rentería, alias El Flaco, dont la loyauté le conduisit à une fin tragique en prison. Alejandro Gracia Alvarez, alias Gato Seco. Capturé à Bogota en 2015 et extradé vers l'Argentine, l'année suivante, William Tamayo, alias Matzinger, qui gérait les bureaux de recouvrement jusqu'à son arrestation au Panama. Pepe Gil, alias Pepe Grillo, responsable de la sécurité de la famille de Chupeta, et Germán Rosero, son avocat et bras droit pour les affaires légales et financières. Tous maintenaient un profil bas, évitant les excès qui trahissaient d'autres caïds. Cependant, pour les autorités, chacun représentait une pièce essentielle d'une organisation jugée extrêmement dangereuse. Chupeta se distinguait par un style froid, méticuleux et impitoyable. Ces qualités lui permirent de gravir rapidement les échelons après la chute de ses anciens chefs, devenant une figure redoutée jusque parmi ses propres alliés. Le vide de pouvoir laissé par la mort de Pablo Escobar en 1993 et la chute du cartel de Cali, 2 ans plus tard, ouvrit la voie à une nouvelle génération de caïds. Parmi eux, Juan Carlos Ramírez Abadia émergea comme un joueur implacable, prenant le contrôle des routes vers les États-Unis et l'Europe. Chupeta n'hérita pas seulement du business, il le réinventa. Il fut pionnier dans l'ouverture de corridors pour le trafic d'héroïne et étendit son influence jusqu'à devenir une cible prioritaire pour les autorités internationales. Mais en 1996, acculé par la pression policière, il prit une décision aussi risquée qu'inattendue. Aux côtés de sa main droite, Cuchilla, il se rendit à la justice. Dans un pacte inhabituel, ils reconnurent des accusations d'enrichissement illicite et d'utilisation de prête-noms.
Malgré l'aveu du trafic de plus de 30 tonnes de cocaïne, les peines furent étonnamment légères. En moins de 50 mois, les deux étaient de retour dans les rues. Durant son incarcération, Tchoupeta ne connut aucune privation. Dans la prison de Bouga, il ordonna la construction d'un pavillon exclusif avec des luxes défiant toute norme carcérale. Chambre pour ses gardes du corps, une salle d'attente avec magnétoscope pour les visites et des commodités dignes d'un hôtel de luxe. Là, dans l'apparente tranquillité de sa cellule, il continua à diriger son organisation avec la même froideur qui le caractérisait. Cependant, la liberté fut de courte durée. À peine quelques mois après sa sortie, un tribunal de Washington émit un mandat d'arrêt contre lui. Une fois encore, Juan Carlos Ramírez Abadia fut contraint de disparaître et de se réfugier dans la clandestinité. Dans la clandestinité, Tchoupeta ne menait pas seulement une guerre contre les autorités. Il affrontait aussi un ennemi bien plus dangereux, la trahison de ses propres alliés. Wilber Varela Fajardo, alias Jabón, nouveau visage du cartel du nord de la vallée, après la mort d'Orlando Henao Montoya, ne tarda pas à révéler ses véritables intentions. Craignant des complots contre lui, il ordonna l'assassinat de Cuchilla, le partenaire et ami d'enfance de Tchoupeta, accusé d'avoir resserré ses liens avec le clan Herrera, ennemi juré de Varela. Mais la réponse de Ramírez Abadia fut dévastatrice. Son organisation déploya une campagne de terreur sans précédent. En moins d'un an, plus de 300 assassinats furent ordonnés de sa main. Parmi eux, un épisode qui bouleversa même le monde du crime. L'élimination systématique de 35 proches et membres de la famille du narcotrafiquant Víctor Patiño Fomec. Patiño, un ancien policier devenu chef du cartel de Cali, avait été extradé aux États-Unis en 2002, où il conclut un pacte avec la DEA. En échange de sa liberté, il livra des informations précieuses. Nom, route, pot de vin à des fonctionnaires, localisation de laboratoires sur la côte pacifique et même le financement illicite de la campagne présidentielle qui donna lieu au célèbre procès 8000. La trahison ne se pardonnait pas. Tchoupeta mit un prix sur chaque vie liée à Patiño, quel que soit l'âge ou le lien de parenté. Dans ses registres comptables, un chiffre glaçant le confirme. 35 000 $ payés pour la torture et l'assassinat de Luis Tocayo Ocampo Fomec, bras droit de Varela et frère de Víctor Patiño. Le message à la famille fut aussi brutal qu'incontestable. Lors d'un appel téléphonique, Tchoupeta avertit Daisy Fomec: « Ne cherchez plus votre fils Luis, il est mort. C'était un traître. Je vous suggère de quitter le pays. » La guerre était déclarée, et il n'y avait pas de retour possible. La violence de Tchoupeta ne connaissait pas de limite. Dans une interview, des années plus tard, Daisy Fomec revécut l'horreur avec une phrase qui glaça le sang. « Ils ont tué mon fils, ils l'ont découpé en morceaux, et tous ceux qui étaient avec lui, même une femme et 2 petites filles, qui ont été retrouvés flottant dans le fleuve Cauca. » Víctor Patiño, l'homme qu'il n'avait pas réussi à éliminer car il était détenu aux États-Unis, devint la personnification de son obsession pour la vengeance. Mais il ne fut pas le seul à payer un prix élevé pour l'avoir défié. Alias El Químico, un autre traître qui avait livré des informations aux autorités américaines, découvrit trop tard que dénoncer Tchoupeta revenait à signer sa propre condamnation à mort. Le même sort frappa son comptable, Laureano Rojas Renteria, qui gérait les secrets financiers et logistiques du cartel. Capturé après la saisie d'une cache contenant 80 millions de $, Rojas devint une menace potentielle et disparut dans des circonstances laissant peu de doute quant à l'auteur intellectuel. La liste des victimes continuait de s'allonger. Les personnes soupçonnées de lui avoir volé de l'argent, des armes ou de la marchandise furent éliminées sans ménagement. Il avoua même avoir ordonné le meurtre d'une famille entière dans le New Jersey, père, mère et fils, sous un raisonnement froid et implacable. Si je n'agissais pas, il continuerait à voler, et ensuite, il me tuerait. Mais les morts de Cuchilla et de Tocayo marquèrent le début d'un nouveau conflit. Tchoupeta et Jabón, anciens alliés, devinrent des ennemis irréconciliables. La dispute déclencha une guerre interne qui obligea Ramírez Abadia à fuir au Brésil, tandis que Varela se réfugiait au Venezuela. Au milieu des tensions croissantes, Tchoupeta continuait d'accumuler des fortunes inimaginables. Mais son succès
éveillait la jalousie de ses propres hommes. On l'accusait d'agir de manière téméraire, de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Le chef qui autrefois avait tout commencé à se retrouver de plus en plus isolé et vulnérable. Alors que la guerre interne dévorait le cartel du nord de la vallée, Tchupeta continuait d'étendre son empire comme s'il était intouchable. Mais l'ombre de la trahison planait aussi sur lui de l'intérieur. On l'accusait d'avoir ordonné la mort de plusieurs associés et concurrents, dans une tentative de conserver le contrôle absolu de ses opérations. Son réseau logistique était aussi sophistiqué qu'impitoyable. Il utilisait les ports du Pacifique pour charger des conteneurs remplis de cocaïne et déployait d'énormes avions privés pour transporter des tonnes de marchandises vers le territoire américain. Los Angeles, en Californie, et San Antonio, au Texas, n'étaient que deux des villes où son produit inondait les rues, grâce à un réseau de distribution qu'il avait lui-même construit à New York. Entre 1990 et le début du nouveau millénaire, Juan Carlos Ramírez Abadia réussit à expédier plus de 400 000 kg de cocaïne via le Mexique vers les États-Unis. Un flux de drogue qui alimentait le marché le plus lucratif de la planète et qui fit de lui l'un des narcotrafiquants les plus puissants et insaisissables de Colombie. La DEA l'éleva au rang de chef absolu du cartel du nord de la vallée, l'incluant dans sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés et offrant une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Son pouvoir était si immense qu'il pouvait acheter de l'influence là où d'autres ne rencontraient que des obstacles. Députés, policiers et même agents étrangers succombaient à ses pots de vin. Prostituées, montres de luxe, cadeaux et appartements devenaient les pièces d'un jeu où chaque faveur achetait un peu plus de temps et de liberté. De plus, Tchupeta soutissait des alliances avec les caïds les plus dangereux du Mexique, les frères Beltrán Leiva, les Carrillo Fuentes, Ignacio, Nacho, Coronel, Héctor, El Güero, Palma et les Zambada, dirigés par Ismael El Mayo. Mais sa relation la plus solide, il la forgea avec le cartel de Sinaloa, où il devint un partenaire stratégique de Joaquín, El Chapo, Guzmán et de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. À cette époque, rien ni personne ne semblait pouvoir l'atteindre. Mais le luxe et l'excès n'étaient qu'une façade dissimulant une vérité inévitable. Plus on gravit les sommets du crime, plus la chute est brutale. Parmi les nombreux alliés de Ramírez Abadia, un se distingua au-dessus de tous. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Tous deux se rencontrèrent à plus d'une dizaine de reprises, bâtissant une alliance qui redéfinirait les routes du narcotrafic. Tchupeta le surnommait El Rápido, en hommage à son habileté à déplacer des cargaisons à une vitesse qui laissait les forces de l'ordre loin derrière. À ce moment-là, Juan Carlos Abadia était considéré comme le fugitif le plus recherché des États-Unis, seulement dépassé par Oussama Ben Laden. En Colombie, il partageait cette catégorie avec 6 autres narcotrafiquants, dont Wilber Varela et Diego Montoya, qui dominaient également l'échiquier criminel. Mais son ambition ne connaissait pas de frontières. Tandis que la DEA intensifiait sa traque en Amérique, Tchupeta étendait ses tentacules vers l'Europe. Entre 2001 et 2004, ses demi-frères, Peter Garcia et Jaime Hernando Martinez, mirent en place un réseau complexe d'entreprises en Espagne. Sous de fausses identités et avec l'aide de prêtres non locaux, ils construisirent un ensemble de sociétés mixtes destinées à une seule mission: blanchir les colossales fortunes du narcotrafic. L'argent, habilement déguisé en investissement légitime, circulait à travers de multiples compagnies avant d'atterrir sur des comptes bancaires en Uruguay. Avec ses ressources, Tchupeta créa 16 entreprises dans divers secteurs, de l'hôtellerie à l'élevage, toute façade destinée à dissimuler l'origine illicite de sa richesse. Selon les estimations des autorités colombiennes, Ramírez Abadia accumula une fortune de 28 milliards de dollars, un chiffre qui surpassait même les mythiques 25 milliards attribués à Pablo Escobar. C'était le vertige d'un empire à son apogée, où chaque dollar blanchi renforçait l'illusion d'invulnérabilité. Mais le vertige précède toujours la chute. Et dans le cas de Tchupeta, la chute serait aussi spectaculaire que son ascension. Obsédé par l'idée de ne jamais retourner en prison, Ramírez Abadia orchestra une fuite digne d'un roman. En 2004,
Il embarqua sur un petit bateau qui le mena de la Colombie jusqu'à la côte nord-est du Brésil, transportant avec lui 4 millions de dollars en liquide. Depuis l'état du Ceará, il poursuivit sa fuite à bord d'un petit avion jusqu'à Barreto, dans l'intérieur de Sao Paulo. Au Brésil, il ne cherchait pas seulement l'anonymat, il cherchait à reconstruire son empire dans l'ombre. Selon les enquêtes, Chupeta dirigeait un réseau d'affaires qui s'étendait à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul. Il avait créé 6 entreprises dans des secteurs aussi variés que la vente de jet ski, l'élevage et l'hôtellerie. Toutes n'étaient que des façades destinées à blanchir les profits du narcotrafic. Son patrimoine dans le pays en vint à inclure 28 propriétés de luxe et un capital estimé à 800 millions de dollars. Il envisageait même de créer une compagnie de taxis aériens à l'aéroport Campo de Marte, à Sao Paulo, afin de faciliter le transport discret de personnes et de cargaisons précieuses. Pendant plus de 3 ans, les autorités perdirent sa trace. Chupeta se déplaçait comme un fantôme, toujours un pas en avance, mais de plus en plus paranoïaque. Il savait qu'une seule erreur pouvait signifier sa fin. Il prit alors une décision extrême: détruire son propre visage. À travers de multiples chirurgies esthétiques, il modifia son nez, élargit sa mâchoire, fendit son menton, étira son front et changea le contour de ses yeux. Le résultat était un homme complètement différent. Sous sa nouvelle identité, Marcelo Javier Unzué, un prétendu médecin italien de 44 ans, il devint un citoyen respectable de La Plata, en Argentine, travaillant dans une clinique comme hémothérapeute. Personne ne soupçonnait que derrière les lunettes noires et les chapeaux discrets se cachait l'un des narcotrafiquants les plus recherchés de la planète. Mais aussi transformé que fût son apparence, il restait une chose que la chirurgie ne pouvait effacer: la trace de sang qu'il avait laissée derrière lui. Avec sa nouvelle identité, Chupeta circulait en Amérique du Sud en utilisant un passeport argentin, numéro 16 61 306 1757, délivré en novembre 2005 par le ministère du gouvernement de Buenos Aires. En 2006, il faillit être capturé en Argentine, mais une erreur tactique de la police fit échouer l'opération. Peu après, il se réfugia dans ce qui semblait être un paradis imprenable, le numéro 71 de l'Alameda Dorada, à Morada do Lagos, un condominium exclusif à Aldeia da Serra, à seulement 20 miles du centre de Sao Paulo. La demeure, entourée d'eucalyptus au sommet d'une colline, était protégée par une clôture électrique de 3500 volts et une sécurité privée armée de revolvers et de machettes. Pour tout étranger, c'était un havre de tranquillité et de luxe, conçu pour satisfaire de riches entrepreneurs ou un fugitif avec des millions de dollars à dissimuler. Les gardes l'observaient avec méfiance, convaincus qu'il s'agissait d'un mafieux. Il ne répondait jamais aux appels, évitait tout contact inutile et ne commandait que de la nourriture à domicile. Parfois, on le voyait faire du vélo autour du lac à minuit, tel un spectre refusant d'être vu à la lumière du jour. Son obsession pour l'anonymat était maladive. Il changeait fréquemment la couleur de ses cheveux: noir, blond, blanc, un jour avec des favoris, le lendemain avec une moustache. Il portait toujours des lunettes noires et tous ses véhicules avaient des vitres teintées pour éviter les regards indiscrets. Ses seules sorties étaient destinées à subir de nouvelles chirurgies plastiques dans des cliniques haut de gamme de Jardin, l'un des quartiers les plus exclusifs de São Paulo. L'homme autrefois craint dans toute la Colombie vivait désormais dans une prison de luxe, construite par sa propre peur. Mais ce que Chupeta ignorait, c'est qu'au-delà de ces murs électrifiés, une opération internationale silencieuse commençait à se refermer sur lui. Personne, à Morada do Lagos, n'imaginait que le voisin solitaire, toujours dissimulé derrière des vitres teintées et des chapeaux, était en réalité Juan Carlos Ramírez Abadia, alias Chupeta, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés de la planète. Mais malgré tous ses efforts pour effacer ses traces, l'étau se resserrait. Sa chute commença en 2005, lorsqu'un accident aérien mineur, à Curitiba, mit dans le viseur de la police André Luis de Barcelos, un pilote qui transportait de l'argent pour le capot. La somme retrouvée à bord de l'avioneta fit sonner les alarmes et déclencha une enquête secrète qui dura 2 longues années. Le 7 août 2007, aux premières heures du matin, la traque prit fin.
En suivant la piste de son épouse, Jessica Paola Rojas Morales, les autorités brésiliennes arrivèrent jusqu'à l'imposante demeure de Chupeta, évaluée à plus de 2 millions de dollars et équipée de meubles design et de la technologie la plus moderne. L'opération fut foudroyante. À l'intérieur, les agents trouvèrent 544 000 dollars en espèces cachées dans une cachette, en plus de 250 000 dollars et 55 000 réés supplémentaires. Ils découvrirent également 160 téléphones portables, une collection de montres suisses et plusieurs passeports falsifiés. Le destin de Ramirez Abadia fut scellé lorsque ses empreintes digitales furent vérifiées et qu'un échantillon de voix, capté par une écoute téléphonique, fut envoyé à la DEA aux États-Unis. Grâce à la technologie de reconnaissance vocale, les agents confirmèrent ce que beaucoup croyaient impossible. Derrière cette apparence artificielle, façonnée par d'innombrables chirurgies, se trouvait le véritable Chupeta. L'homme qui avait réussi à échapper aux autorités pendant plus de 2 décennies était désormais acculé. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. La demeure au sommet de la colline, où il s'était autrefois senti intouchable, devint sa dernière cachette. Là, aux côtés de son épouse et de 2 petits chiens pinchers, Ramirez Abadia fut arrêté sans aucune possibilité de résistance. Les chirurgies plastiques, qui lui avaient coûté tant de douleurs et des millions de dollars, ne servirent à rien. Son visage, transformé jusqu'à en devenir méconnaissable, montrait désormais les marques de l'excès et de la paranoïa. Ces stratagèmes, pour effacer ses traces au Brésil, apparurent comme un effort vain. L'opération qui aboutit à sa capture fut un exploit de coopération internationale. Des policiers des États-Unis, du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay, de Colombie et d'Espagne unirent leurs forces pour faire tomber l'un des narcotrafiquants les plus insaisissables du monde. Après son arrestation, Chupeta fut transféré à la prison de haute sécurité de Campo Alegre, à São Paulo, puis plus tard au complexe pénitentiaire de Catanduvas, dans l'État du Paraná. Il y passa plus d'1 an en détention, où il croisa le redouté narcotrafiquant brésilien Fernandinho Beiramar. Les rumeurs indiquent que, durant cette période, les 2 hommes auraient échangé des informations et renforcé leurs liens, unissant ainsi 2 des réseaux criminels les plus puissants d'Amérique latine. Cette relation alarma les autorités brésiliennes, inquiètes des possibles alliances stratégiques qui pouvaient se nouer derrière les barreaux. Pendant ce temps, Jessica Paola Rojas Morales, son épouse, fut condamnée à 11 ans de prison pour blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et usage de faux documents. Elle purge aujourd'hui sa peine dans une prison brésilienne. Le 2 novembre 2007, le tribunal suprême fédéral du Brésil approuva finalement l'extradition de Juan Carlos Ramirez Abadia vers les États-Unis. L'homme qui avait bâti un empire sur le sang et la peur était sur le point d'affronter la justice du pays qu'il avait le plus endommagé avec sa marchandise. L'extradition de Juan Carlos Ramirez Abadia vers les États-Unis ne fut pas un simple transfert. Ce fut une opération méticuleusement planifiée. En tant que narcotrafiquant parmi les plus dangereux et témoin clé contre le cartel de Cali et d'autres réseaux criminels, son arrivée dans le système judiciaire américain avait des implications mondiales. Chupeta faisait face à des accusations de narcotrafic, de blanchiment d'argent et de meurtre. Bien que le Brésil l'ait condamné à 30 ans de prison, la demande d'extradition de Washington fut acceptée dans le cadre d'accords stricts de coopération internationale. Les conditions imposées par le Brésil étaient claires. Il ne subirait ni la peine de mort, ni la réclusion à perpétuité. La peine maximale qu'il pouvait purger aux États-Unis se situait entre 25 et 30 ans de prison. Pendant que la procédure suivait son cours, les autorités continuaient de découvrir des fragments de l'empire financier de Chupeta. Dans différents quartiers de Calivipassa, la Merced et Prados del Norte furent trouvés des caches dissimulant des fortunes insoupçonnées. Une avec 21 millions de dollars en espèces. Une autre, la plus importante jusqu'alors, avec 68 millions, 2 autres contenant chacune 17 millions. À Prados del Norte, la police saisit également 309 lingots d'or, évalués à 3 millions de dollars. Les billets, conservés dans des sacs sous vide pour éviter l'humidité, ne résistèrent pas toujours au temps. Des millions de dollars furent dévorés par des charançons, perdus à jamais. Ces découvertes ravivèrent à Cali un mystère qui demeure encore aujourd'hui. Où se trouve le reste de l'argent de Chupeta?
Pour beaucoup, les caches secrètes du capot devinrent une obsession, alimentant les rumeurs de trésors enterrés pouvant atteindre des montants incalculables. Mais tandis que la ville cherchait sa fortune perdue, Tchoupeta voyageait déjà vers les États-Unis pour affronter le chapitre final de son histoire. L'arrestation de Ramirez Abadia ne déclencha pas seulement un séisme dans le monde du narcotrafic. Elle provoqua également une véritable fièvre de l'or en Colombie. La nouvelle des caches secrètes du capot poussa des centaines de curieux et d'opportunistes à rechercher des trésors enfouis dans des maisons, des fermes et des entrepôts. Le gouvernement colombien promit d'affecter l'argent saisi à la construction de 5000 logements à Cali et à Buenaventura. Cependant, les années passèrent et ces promesses s'évanouirent. Le destin de ces millions, conservés dans les coffres de la Banque de la République, reste un mystère. Même caché au Brésil, Tchoupeta ne cessa jamais d'être le cerveau du cartel du nord de la vallée. Depuis sa luxueuse maison d'Aldeia da Serra, il donnait des ordres à ses hommes en Colombie. Par des messages cryptés envoyés par Internet, il coordonnait des mouvements stratégiques et autorisait des paiements pour corrompre les autorités locales. Dans l'un de ces messages, sa voix, désormais tendue et méfiante, instruisait « Je t'enverrai un numéro de compte dans 2 ou 3 jours. Livre l'argent et c'est tout. » Le jour de son arrestation, en août 2007, la façade du capot imperturbable se fissura. Enfermé dans son bureau, Ramirez Abadia fut victime d'une crise de nerfs. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, et pour la première fois depuis des décennies, l'homme qui avait ordonné des centaines d'assassinats se sentit véritablement acculé. Le pouvoir absolu, la richesse et la renommée, tout s'effondrait autour de lui. Après sa capture, les ordinateurs saisis dans la demeure de Ramirez Abadia devinrent le butin le plus convoité par les agences internationales. Des experts médico-légaux des États-Unis et de la Colombie travaillèrent côte à côte pour décrypter les codes, briser les mots de passe et dévoiler les secrets d'un empire bâti sur le sang et l'argent. Ce qu'ils découvrirent était aussi sophistiqué qu'inquiétant. Tchoupeta utilisait un système crypté pour envoyer des messages vocaux à ses complices. Seules les personnes qui l'autorisaient pouvaient écouter ses instructions, dissimulées parmi des photographies familiales et, de manière surprenante, des images du personnage pour enfants japonais Hello Kitty. Plus d'une centaine d'enregistrements furent récupérés. Dans ceux-ci, la voix de Ramirez Abadia révélait un homme assiégé par la paranoïa. « Je pense qu'on m'enregistre. Le portable est dangereux. Ils peuvent détecter et enregistrer tous les appels. » Mais transparaissait aussi le ton d'un capot blessé par la trahison. « C'est triste pour moi. Je me sens terriblement découragé. » La trahison qui le dévastait était liée à un coût de plusieurs millions. La saisie de 70 millions de dollars cachés dans une planque à Cúcuta. Dans ses messages, il accusait son propre comptable de l'avoir dénoncé et se demandait à haute voix s'il était encore possible de faire confiance à un allié. Sa conclusion fut aussi létale que toujours. Ordonner la disparition de ceux qu'il considérait coupables. Dans un autre enregistrement, il se lamentait d'une cargaison de cocaïne perdue et désignait un associé. « Je lui ai fait une confiance aveugle, mais c'est un voleur opportuniste qui n'a pas payé l'argent. Il doit mourir. » Ce fichier vocal révélait la détérioration d'un homme qui, pendant des années, se croyait intouchable. Le même réseau qu'il avait construit pour se protéger était devenu le piège qui finirait par le détruire. L'analyse médico-légale des ordinateurs de Tchoupeta révéla bien plus que son réseau criminel. Les fichiers confirmèrent que, durant ses années de clandestinité au Brésil, il s'était soumis à de multiples chirurgies esthétiques du visage et du corps. Une tentative désespérée d'effacer son identité est le reflet de sa paranoïa croissante. Pendant ce temps, la police brésilienne poursuivait la piste d'une fortune cachée. 117 millions de dollars, prétendument dissimulés dans 2 maisons louées à Sao Paulo. À ce jour, ce trésor reste introuvable. Dans l'un de ses derniers messages avant d'être capturé, Tchoupeta laissait transparaître la pression qui le consumait. « J'ai besoin de beaucoup d'argent pour continuer la vie et rester dans la lutte. » Mais la trahison le guettait aux endroits les plus inattendus. Comme le révéla des années plus tard, le général à la retraite Oscar Naranjo, dans son livre El General de las Mil Batalas, Tchoupeta fut dénoncé par quelqu'un de son cercle le plus intime.
un amant qu'il avait lui-même trahi. Cet homme, connu sous le nom de Copernico, était un officier retraité de la Marine nationale et avait partagé une cellule avec Chupeta à Palmyra après une affaire de corruption. Devenu son comptable de confiance, il connaissait l'emplacement des caches et des refuges stratégiques. Dans un appel à la police en 2006, il avoua « Je suis tombé amoureux de Chupeta et j'ai été son partenaire pendant de nombreuses années, mais il m'a trahi. Je veux le voir ruiné. » Le 22 août 2008, Ramirez Abadia fut extradé vers les États-Unis pour répondre de chef d'accusation dans les districts de New York et Columbia. Sur le sol nord-américain, l'homme qui autrefois dirigeait un empire de milliards de dollars décida de changer de stratégie. Il se déclara coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle dédiée au trafic international de cocaïne et commença à collaborer avec les autorités. Il savait que son seul espoir de réduire une peine de 25 à 30 ans était de devenir la pièce maîtresse des procureurs dans leur offensive contre les cartels mexicains et colombiens. Ainsi commença la dernière étape de la vie de Chupeta, celle d'un témoin protégé dont la parole pouvait faire tomber les parrains les plus redoutés de l'hémisphère. Dans sa tentative désespérée de réduire une condamnation de plusieurs décennies, Juan Carlos Ramirez Abadia décida de jouer sa dernière carte, devenir témoin vedette contre Joaquín El Chapo Guzmán, lors du fameux procès du siècle. Chupeta raconta avec une précision chirurgicale l'histoire de son alliance avec le capo mexicain. Il expliqua comment ils s'étaient rencontrés à la réception d'un hôtel de luxe à Mexico, entouré de lieutenants armés, et comment, sur le champ, ils conclurent un pacte qui marquerait une époque. Guzmán recevrait 40% de la cocaïne entrant aux États-Unis par ces routes. Ramirez Abadia avoua que, tout au long des années 1990, il avait envoyé d'énormes cargaisons au cartel de Sinaloa. Au total, il assura avoir transporté plus de 1000 tonnes de cocaïne, payant entre 5 000 et 7 000 $ par kilo pour franchir la frontière. Dans un seul envoi, révéla-t-il, il remit 10 millions de dollars en espèces à Guzmán. Le témoignage de Chupeta détailla également la logistique quasi-militaire qu'ils utilisaient tous deux pour acheminer la drogue. Avions privés, sous-marins, vedettes rapides et camions traversant le Mexique sous la protection des sicaires du cartel. Guzmán, selon Abadia, contrôlait le territoire avec une violence extrême, éliminant sans pitié rivaux et traîtres. Bien qu'il ait personnellement ordonné 150 assassinats, Chupeta admit que le Mexicain était tout aussi brutal, voire plus, dans sa manière d'assurer la loyauté et le silence de ses associés. Pour étayer ses déclarations, il remit des documents, des registres d'expédition et des paiements effectués au cartel de Sinaloa. Son témoignage fut essentiel pour exposer la portée internationale du réseau de Guzmán et ses alliances avec le cartel du nord de la vallée. Dans la salle d'audience, l'homme qui avait autrefois été invisible pour les autorités devint la pièce maîtresse d'un procès qui allait mettre fin à la carrière criminelle de l'un des narcotrafiquants les plus puissants de l'histoire. Les aveux de Juan Carlos Ramirez Abadia furent dévastateurs. Ils contribuèrent non seulement à consolider l'image de Joaquín Guzmán Loera comme l'un des chefs du narcotrafic mondial les plus puissants, mais devinrent aussi des éléments clés pour le condamner à la prison à perpétuité en juillet 2019. Mais le 14 août 2018, au tribunal de Brooklyn, l'attention était tournée vers Chupeta. Ce jour-là, le juge Brian Cogan prononça la sentence. 20 ans de prison pour l'ex-leader du cartel du nord de la vallée. Lors de l'audience, le juge reconnut le rôle crucial de Ramirez Abadia dans les affaires contre des chefs tels que Guzmán et Jesús El Rey Zambada. Cependant, sa coopération avec les autorités ne fut pas suffisante pour lui éviter la justice. Les accusations de meurtre, de narcotrafic, de criminalité organisée et de blanchiment d'argent pesaient trop lourd. Selon son avocat de la défense, Jeffrey Lichtman, Chupeta avait participé à 75% des affaires de haut niveau dans le district est de New York liées à des narcotrafiquants colombiens et mexicains. Cette coopération surprenante, bien qu'elle n'effaçât pas ses crimes, démontrait selon le juge une tentative de se racheter du mal causé. Le département de la justice des États-Unis
identifia que, entre 1989 et son arrestation en 2007, Ramirez Abadia avait dirigé l'une des organisations de narcotrafic les plus rentables et meurtrières au niveau mondial, exportant plus de 500 tonnes de cocaïne vers l'Amérique du Nord et générant des milliards de dollars de bénéfices. Le cartel du nord de la vallée, sous le commandement de Juan Carlos Ramirez Abadia, en vint à exporter plus de 500 tonnes de cocaïne, générant des bénéfices supérieurs à 10 milliards de dollars, mais du jeune homme séduisant, vaniteux et ambitieux qui, dans les années 1980, avait intégré le cartel de Cali. Il ne reste plus rien. L'homme qui s'était un jour cru intouchable est aujourd'hui méconnaissable. Émacié, malade, consumé par les années et les chirurgies qui avaient tenté de lui donner un nouveau visage. Il purge désormais sa peine dans une prison américaine, isolé du monde qui autrefois le craignait et le respectait. La vie et la chute de Chupeta résument parfaitement les paradoxes du narcotrafic. Une ascension fulgurante, des luxes inimaginables, un pouvoir absolu. Et finalement, la trahison, la solitude et le prix inévitable d'une existence hors la loi. Son histoire rappelle que, quelle que soit la richesse ou l'influence accumulée dans le monde du crime, les conséquences finissent toujours par arriver. Personne n'y échappe. Sur cette chaîne, nous cherchons à informer et à sensibiliser sur les événements qui ont marqué l'histoire du crime organisé. À aucun moment nous ne glorifions ni ne justifions ces actions. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche afin de ne pas manquer nos prochains documentaires. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à explorer les histoires que nous avons préparées pour vous.